Now, let's bring the discussion back to France with our next panel on how French regions can become part of the offshore renewables tale. Et pour aborder ce sujet, je souhaiterais demander à Daniel Coef, Hubert Dejean de la Bâtie, Christophe Manats, Rémi Justinien, Jean-Pierre Chabria et Marc Hirt de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Si vous pourriez prendre... Ah non, on a assez de micros. Bonjour, comment allez-vous? Où vous voulez. Bonjour. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ah oui, il faut travailler sur notre diversité là. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir rejoint sur scène. Daniel Coef, vous êtes le vice-président maire et littoral de la région Bretagne. Alors, est-ce que tout le monde a un micro? Pardon. Ça marche? Il faut juste le tenir vraiment très proche à votre bouche. Alors, dans votre région, il existe déjà des projets d'éolien posés, notamment le parc de Saint-Brieuc de 500 MW. Parallèlement, il y a aussi des projets flottants de prévus. Le projet de Pennavel de 250 MW a été attribué et un développeur pour le projet Bretagne Sud 1 de 500 MW sera choisi par la suite. Alors, vous vous dites oui à l'éolien flottant, mais pas à n'importe quel prix. Oui, bien sûr. Donc, il faut s'apercevoir que c'est une politique de l'État en région Bretagne et que l'État a pris la mesure que ne pouvait pas réussir son projet sans la participation forte et l'adhésion, je dirais, forte des régions. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de l'acceptabilité, il y a la question de la pêche et il y a la question de nos aménagements portuaires. Donc, nous avons posé auprès du gouvernement un certain nombre de propositions en disant que nous souhaitions impérativement mettre au même niveau d'importance et la pêche, et la biodiversité, et l'éolien, et le nautisme. Nous refusons une démarche du ou, pêche ou éolien, éolien ou biodiversité. Nous voulons le et. Le et, ce n'est pas le en même temps. Et en même temps, c'est souvent les choses les unes à côté des autres. Donc nous voulons rechercher des intersections, savoir comment nous pouvons travailler sur ce « et ». C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons posé sur la table une étude de coactivité pêche, à quelles conditions et comment, dans le cahier des charges, les opérateurs seront amenés à faire en sorte que les parcs soient pêchants, c'est-à-dire que la pêche soit maintenue après les travaux dans les parcs, fussent-ils flottants. Et nous avons produit cette étude qui devrait être dorénavant adossée au cahier des charges des futurs appels d'offres. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur cette étude, sur les résultats de cette étude? Donc nous sommes aperçus lors du premier parc posé de la baie de Saint-Brieuc qu'après les travaux, l'ensemble des activités, 100% des activités qui étaient préalables aux travaux sont revenues dans le parc, notamment le nautisme et la pêche. La pêche est revenue dans son entièreté. L'amiral, à la fin des travaux, a réautorisé l'ensemble des activités dans le parc. Mais les opérateurs nous disaient, si c'est du flottant, nous ne pourrons pas garantir la présence des activités dans ces parcs. Parce qu'il y a les câbles, parce qu'il y a les distances, parce qu'il y a le raccordement RTE, etc. Donc nous avons produit une étude pour essayer de voir ce qu'il en était réellement. Et nous avons convaincu la DGEC, je pense, de mettre dans le cahier des charges des parcs flottants que les opérateurs auront l'obligation de faire en sorte que l'aménagement permette le retour de la pêche après travaux. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des pistes pour permettre justement ça? Oui, l'étude est extrêmement précise. Je ne pourrais pas en parler là parce qu'elle est très technique, mais elle est sur le site de la région Bretagne. Elle est en open data, elle est libre
d'accès et de droit, dont vous pouvez y accéder absolument sans problème dès aujourd'hui. Et là, vous verrez dans le détail à la fois des propositions d'accroche des éoliennes, des propositions de distance, des propositions de création de corridors aussi de pêche. Et je signale que ce projet a été fait avec les pêcheurs et a été fait à partir de la pêche qui existe aujourd'hui sur la Bretagne. Mais ce qui est indiqué également, qui devra être indiqué dans le cahier des charges, c'est selon que l'on se trouve en Normandie, à La Réunion ou ailleurs, il faudra retravailler avec les pêcheurs pour faire en sorte que les opérateurs décident de l'implantation réelle des éoliennes pour maintenir la pêche. Sur un autre sujet, la taxe sur les éoliennes qui a été mise en place par l'État, vous m'avez dit en amont de cette conférence que vous étiez pas forcément contre, mais pas forcément complètement aligné avec la configuration de ce dispositif. La fiscalité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui sur les parcs éoliens est une fiscalité ringarde. Vous avez des communes qui touchent une fiscalité au motif qu'elles voient dans leur champ d'horizon des éoliennes, dans les 12 000. Donc, par exemple, en Bretagne, vous allez avoir une commune qui va toucher beaucoup d'argent, Erquy, parce qu'elle voit une éolienne au large de chez elle. La commune de Saint-Malo, qui voit aussi des éoliennes, mais pas dans les 12 000, ne touchera rien en termes de taxes. Donc c'est une taxe un peu ringarde dans la mesure où elle considère que le fait de voir une éolienne est un préjudice et que nous allons compenser le préjudice du fait de cette visibilité. C'est ringard parce que nous pensons qu'au contraire, avoir une éolienne près de chez soi, avoir une éolienne dans son territoire, avoir une éolienne pour son économie, c'est une chance, ce n'est pas une difficulté. Donc nous pensons qu'il faut revoir la fiscalité dans l'entièreté et faire en sorte que les 50% de la fiscalité qui sont dédiés aux communes soient en définitive versés au territoire, communes, communautés de communes, intercommunalités, qui s'engagent effectivement dans le déploiement des énergies marines renouvelables et notamment les territoires qui investissent dans leurs infrastructures portuaires pour accueillir ces déploiements d'éoliennes offshore. D'accord, c'est encore un autre sujet. Dans votre région, il y a aussi des zones d'implantation future de l'hydrolien. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cette énergie fera partie du mix énergétique du futur? Alors, il faudrait que le gouvernement nous donne un peu de cap, mais le gouvernement existe-t-il? Donc, il faut nous donner un cap pour plusieurs années, pour 50 ans, pour dire, voilà, nous allons miser sur l'hydrolien. Pour ce qui est de la région Bretagne, nous avons fait une étude, vous la trouverez sur le stand de la région Bretagne, sur le potentiel hydrolien. C'est-à-dire la Bretagne est riche de son vent, bien sûr, mais aussi riche de sa houle, riche de ses marées. Cette richesse peut se transformer en électricité et aussi en hydrogène d'ailleurs. Donc nous souhaitons, nous avons ce potentiel. Ce potentiel est aujourd'hui en exploration, notamment du côté de Ouessant, où il y a aujourd'hui une production hydrolienne pour l'île de Ouessant qui fonctionne puisqu'il y a 15% de l'électricité qui vient de la houle. Et nous avons un site à Paimpol-Bréhat d'expérimentation qui est aussi installé, qui est aujourd'hui la propriété d'EDF et qui est là aussi pour que des expérimentateurs puissent tester leur technologie pour produire de l'électricité par le biais de moteurs hydroliens ou la houle motrice. D'accord, donc il faut plus de visibilité pour vraiment pouvoir développer cette énergie. Marc Hirt, vous êtes directeur général d'Ocean Winds France et président de la commission offshore auprès de l'association France Renouvelable. Bonjour. Bonjour Lisa. Et vous souhaiteriez poser une question par rapport à cette étude de coactivité? Oui, merci Monsieur le Vice-président. Je pense que la filière est vraiment très concernée par le fait qu'on puisse maintenir des activités de pêche dans les parcs. Et je note avec une grande satisfaction que ce qui avait été envisagé, promis à une époque, et qui, comme vous l'avez rappelé, qui est soumis aux autorisations préfectorales, a été possible. C'est-à-dire qu'après la construction du parc de Saint-Brieuc, on a pu à nouveau pêcher dans la zone du parc et avec des résultats qui sont, je crois, satisfaisants. Donc ma première question, c'est est-ce que vous confirmez bien que le retour de la pêche est possible, non seulement possible, mais aussi dans des conditions satisfaisantes? Vous savez que
la filière milite et défend le fait qu'il y a des phénomènes de réserve qui font qu'en fait, il y a des espaces protégés qui sont développés autour des éoliennes, parce que si on peut pêcher dans le parc, on ne peut pas autour des éoliennes, et que ça a un effet bénéfique sur la ressource halieutique. Premier point. Deuxième question, vous l'avez dit, le flottant, c'est différent. Le flottant, les techniques qui sont mises au point aujourd'hui, elles ont en fait des ancrages très longs, elles ont des câbles qui flottent, et donc autant il est possible d'envisager la pêche aux arts dormants, autant la pêche aux arts traînants sera probablement très très difficile. Voilà, je crois qu'il faut le reconnaître. Et est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un terrain d'entente, y compris sur le flottant, comme on l'a fait sur le posé, pour ces activités d'art traînant qui sont, je pense, beaucoup plus difficiles à traiter pour les parcs flottants? Oui, sur votre première question, oui, effectivement, le jour où l'amiral, puisque ça relève de sa compétence, décide de réintroduire l'ensemble des activités, dont la pêche, sur le parc de Saint-Brieuc, ça se fait. Alors évidemment, il y a des protections autour des éoliennes qui ont effectivement un effet récif que nous, bénéfique pour l'halieutique, que nous essayons d'observer aujourd'hui, en essayant de voir quel est l'effet récif à l'intérieur du parc. Et est-ce qu'il n'y a pas des effets de bord par rapport au littoral? Donc on regarde tout ça. Aujourd'hui, c'est 30 études environnementales qui ont été menées sur ce parc. Et je peux vous dire que le parc n'a aucun impact négatif sur la qualité halieutique. Aucun. Et nous essayons de vérifier la même chose sur ce qui est l'avifaune. Donc là, c'est des vérifications importantes parce que nous pouvons arriver, la filière peut arriver à une démarche cradle to cradle, c'est-à-dire une démarche à impact positif. Et je dirais même que le parc de Saint-Brieuc a eu des impacts positifs sur la biodiversité. Nous nous sommes aperçus en particulier que les faux de bassin qui sont dans le couloir de migration des éoliennes étaient en fait, avaient un prédateur sur le littoral qui était la corneille qui attaquait ces fous de bassin et avait une prédation importante. Et c'est l'étude liée à ce parc qui a permis de découvrir cette prédation et de réguler donc les corneilles sur le littoral. Donc vraiment, c'est très enthousiasmant cette question d'industrie à impact positif sur l'environnement. Pour ce qui est des parcs flottants, nous avons pris la pêche telle qu'elle existe en Bretagne, donc les arts dormants et les arts traînants. Donc ces deux sont tout à fait possibles. Ça demande à revoir la doctrine, notamment la doctrine des pêcheurs et de l'État, qui aujourd'hui essaye de trouver des emplacements de moindre impact pour la pêche. C'est-à-dire on va créer une zone où il y aura le moins d'impact pour la pêche, et c'est là qu'on va mettre les éoliennes, il n'y aura plus rien d'autre. C'est un peu ce qui nous est arrivé sur le parc de Belle-Île, où Belle-Île a été choisi parce que c'est le moindre impact pour la pêche. Et là, on revoit la doctrine en disant, mais si la pêche est partout, nous devons réélargir notre champ de travail, nous devons revoir les implantations, nous devons retravailler avec RTE sur l'atterrage, nous devons retravailler sur des corridors de pêche. Et donc, c'est tout ça que l'étude met en évidence, mais en mettant en évidence les deux arts, art dormant et art traînant. Mais ceci étant, nous avons aussi une possibilité, un challenge, je dirais, pour la pêche, qui est à la faveur de ces nouveaux parcs. Et si nous revisitions nos techniques de pêche? Et si nous faisions de nouveaux navires qui soient peut-être plus adaptés au parc? Et si nous réfléchissions autrement? Dans la mesure où notre pêche, nos bateaux de pêche doivent absolument se moderniser, doivent être absolument plus polyvalents, absolument plus légers et décarbonés. Donc il nous faut peut-être à cette occasion travailler avec les opérateurs. C'est pour ça que nous militons auprès du gouvernement pour qu'au lieu d'avoir une taxe éolienne, je dirais dédiée à la pêche, qui soit une taxe impossible à dépenser puisqu'elle est liée à des contraintes, je dirais, européennes. On ne peut pas investir dans des nouveaux navires. Pourquoi pas demander aux opérateurs, en lieu et place, d'avoir un volet de déploiement de nouveaux navires dédiés à leur parc et qui soit une façon aussi de modifier la pêche de demain.
J'ai l'impression que tout le monde est un peu d'accord. Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, vous êtes vice-président en charge de la transition environnementale et énergétique de la région Normandie, donc à l'est de la Bretagne. Vous souhaiteriez commenter? On est tout à fait d'accord. Très proche de votre... Ouais. Écoutez, oui, vous m'entendez? Parfait. On est tout à fait d'accord. Le préfet maritime, non seulement l'a dit, mais il l'a écrit, on peut pêcher dans les parcs sur le posé. Hein, tu parlais de l'amiral, je pense que c'est le préfet maritime qui prend cette décision-là. Après, il faut bien être clair, on fait porter au parc éolien des malheurs qui ne le sont pas dus. Si vous prenez la Manche, les pêcheurs y souffrent, de la concurrence déloyale de nos amis anglais, et ils souffrent également terriblement des navires-usines dont je tairai la provenance, mais qui pêchent autant que 40 chalutiers de pêche artisanale. Donc moi, je suis encore plus radical, je suis pour que la Manche, qui est une mer bordière, soit interdite aux navires-usines et qu'ils aillent pêcher en pêche hauturière. Sur la ressource, dans les parcs, il n'y a pas de risque. Si vous prenez deux espèces qui sont actuellement en excellent état et qui font le bonheur des pêcheurs, la coquille Saint-Jacques, alors elle est différente de celle de Saint-Brieuc, parce que je rappelle que la coquille Saint-Jacques normande a un corail, alors que celle de Saint-Brieuc n'en a pas. Ça, c'est une petite blague pour mon ami Daniel. Et la raie, d'accord? Donc ce sont deux espèces qui sont très pêchées, très appréciées des consommateurs, et la pêche se porte bien. Vous ne pouvez pas empêcher néanmoins un marin pêcheur de dire « Écoutez, vous êtes sympa avec vos trucs, mais la mer, c'est chez nous ». Ils ont toujours ce réflexe-là. Et donc, si vous arrivez avec une nouvelle activité, il va falloir discuter. Hein. Bon, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut que la pêche artisanale se modernise, il faut qu'elle se décarbone, probablement en passant par l'hydrogène. Et ça va être un petit sujet pour qu'on puisse embarquer de l'hydrogène sur des navires et qu'on fasse... Alors, vous savez, ce qui coûte cher dans les bateaux de pêche, tu le sais, Daniel, c'est que chaque pêcheur veut son bateau à lui avec ses spécificités, etc. De l'avis même du patron des pêcheurs français, si on développait ensemble un monotype, on abaisserait les coûts d'un bateau de pêche de 30%. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on unisse nos efforts en proposant un travail collectif là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire sur la réaction sur la pêche. Après, si vous souhaitez que je parle des énergies renouvelables en région Normandie, comme j'ai poussé un premier coup de gueule sur les navires-usines, je vais casser une autre idée reçue. Si vous écoutez bien en ce moment, il y a une petite musique qui s'installe, c'est on n'a plus besoin des renouvelables, on a relancé le plan nucléaire, la France produit suffisamment d'énergie, donc ce n'est pas la peine de développer le renouvelable. Vous l'entendrez. Et argument suprême, on vous dit actuellement, et on le voit sur les réseaux sociaux, regardez ce qui s'est passé en Espagne, le blackout qu'ils ont eu, c'est à cause des énergies renouvelables. Tout ça est faux. Vous m'entendez bien, il faut le dire, tout ça est faux. Je rappelle que sur l'éolien offshore, on peut faire un retour à l'état initial sur le plan environnemental, c'est absolument parfait. On sait faire, on sait recycler. La base reste et ça devient un récif. On recycle le mât, on recycle maintenant les pales, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on peut faire un retour à l'état initial. Si vous comparez le coût d'installation d'un parc éolien avec celui de la construction d'un EPR, il n'y a pas photo. On est dans une échelle de 1 à 50. Et je terminerai en disant qu'en plus, ce n'est pas une charge contre le nucléaire. On en a besoin. Pour décarboner rapidement, on en a besoin. On ne va pas discuter de ça. Mais en Bretagne encore, je m'adresse toujours à Daniel, parce qu'on en parlait juste avant de commencer, la centrale nucléaire de Brennilis, ça fait quoi, 50 ans qu'elle n'a pas produit un électron? Le réacteur, il n'est toujours pas démantelé. Parce que dans le prix qu'on vous annonce sur le kilowattheure électronucléaire, il n'y a pas le coût du démantèlement de l'installation. Alors, comparons ce qui est comparable et vous verrez que l'éolien offshore, c'est une filière. Et je termine avec l'hydrolien. L'hydrolien, franchement, il faut qu'on y aille. Acceptabilité sociale parfaite.
On a 2 grands courants, un en Bretagne, le Fromver, et chez nous, le raz Blanchard. Vous immergez l'éolienne, elle tourne très lentement, donc elle ne va pas vous couper les poissons en deux. Ça, c'est une grosse bêtise. C'est dans une zone qui est en général assez turbulente sur les courants, donc les pêcheurs n'y vont pas, donc ça ne les gêne pas. Et les essais qu'on a faits, on a retiré, après 6 ans, dans nos fermes pilotes du raz Blanchard, on a retiré les appareils qui étaient émergés, c'est-à-dire en gros les pales. Franchement, il n'y a pas de souci, ça tient et ça produit sans intermittence, puisque mis à part 15 minutes d'inversion de marée, en permanence, il y a du courant. Donc c'est quelque chose qu'à mon avis, nous devrions ensemble développer encore plus. Voilà, rapidement, j'ai balayé peut-être plus de sujets. Mais... Oui, en fait, on va peut-être continuer à parler des énergies dans la mer dans votre région, notamment parlant de l'usine Siemens Gamesa qui a notamment récemment fait un changement dans sa production. Donc, ils vont produire des je les ai eus hier au voilà. téléphone, je peux vous en parler. on verra ça tout à l'heure. Si... Bah, maintenant, si vous voulez. Si vous voulez, ah bah, d'accord. D'accord. Si ça vous dérange pas. Non, mais très bien, effectivement. Alors, là encore, revenons un petit peu au départ. Vous vous souvenez, lorsqu'on a lancé le développement de l'éolien offshore en France, l'idée était on va mettre un tarif de rachat assez élevé à la condition que nos parcs soient industrialisés en France. Vous vous souvenez de ça, hein? Donc on achetait plus cher, mais avec la contrepartie de faire les usines en France. Et donc, au départ, il y avait 2 Français qui avaient répondu, Alstom et Areva. Ils ne sont plus du tout dans le coup, puisque ça a été remplacé par GE, General Electric d'un côté, et puis Siemens, enfin Gamesa, puis Siemens Gamesa. Et actuellement, les usines sont là. Et elles sont en train de se spécialiser les unes avec les autres, de manière à éviter de faire une concurrence frontale. Et là, actuellement, l'usine du Havre, qui va devenir la plus grande usine d'Europe consacrée exclusivement à l'éolien offshore, va construire les nouvelles pales gigantesques et donc rallonge son bâtiment de 80 mètres. Et donc, c'est un très gros investissement. Et j'avais le patron de l'usine qui me disait, il faut quand même, alors qu'on joue le jeu, nous, de l'industrialisation, il ne faut pas que la PPE, tout d'un coup, mette un stop brutal sur les projections qu'on avait. Parce que tous les investissements que nous avons faits, vous savez que les industriels, ils ont horreur d'un changement de règles en cours de route. Ce que je comprends parfaitement. Parce que c'est des investissements considérables, c'est des emplois, tu en as parlé, c'est aussi des formations que nous, régions, on a mis en place dans toutes nos régions. C'est des infrastructures qu'on a créées. On ne peut pas se permettre comme ça parce que tout d'un coup... dans une Assemblée nationale qui est absolument ingouvernable, certains prétendent qu'il faut arrêter, etc. On ne peut pas se permettre ce luxe-là, ou alors on est en train de saboter un pan de l'économie de notre pays et de l'économie maritime en l'occurrence. Donc là-dessus, je partage l'inquiétude des industriels. On a besoin de stabilité. Alors même si le spectacle offert par l'Assemblée nationale en ce moment est loin d'être la stabilité, je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'on tous on intervienne très fortement auprès de notre représentation nationale en disant attention, jouez pas avec ça, c'est trop dangereux. Ce qui est valable pour cette usine l'est aussi pour d'autres usines, comme vous m'avez dit. En fait, c'est important d'avoir cette visibilité à l'horizon. Oui, je pense que vous avez souligné à l'occasion de ce discours sur la Haute-Normandie l'importance de la filière. On a une véritable filière industrielle en France. On est le seul pays à avoir une aussi belle filière. Vous avez cité les 2 usines qui sont des usines de pales, Cherbourg et au Havre. Il y en a aussi dans les Pays de la Loire. Il y a des acteurs industriels partout sur le territoire, que ce soit des grosses ou des petites entreprises. Et ce que je souhaitais rappeler, effectivement, c'est tout le soutien des régions qu'on apprécie beaucoup au niveau de la filière sur le développement de l'éolien offshore, dans le cadre notamment de la PPE actuelle, des discussions sur la loi de programmation énergétique. Et on voulait vous remercier au titre de la filière, toutes les régions qui portent et qui soutiennent ce développement. Et je souhaitais aussi ajouter que cette filière est tellement belle et tellement compétitive maintenant elle doit se projeter aussi vers l'international, vers le marché européen. C'est le cas des usines
de GE, des usines de Siemens au Havre, puisqu'elles vont commencer à produire pour le marché européen, ce qui est bon pour la France, bon pour la balance commerciale. Donc on a une belle filière, il faut la défendre. Et un des enjeux essentiels, c'est effectivement de confirmer des ambitions de développement dans les années à venir. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur de Jean de la Bâtie, que c'est un argument que le gouvernement accueille favorablement dans le sens où on se trouve dans une situation de restriction budgétaire, on n'a pas l'argent pour investir éventuellement dans les énergies renouvelables? Oui, tout à fait. Alors, tout le monde en a conscience. Simplement, vous connaissez l'état du budget de la nation. On le dit toujours, mon ami Charles de Courson, qui est président de la Commission des Finances, dit l'État serait une entreprise il y a longtemps qu'elle serait en redressement judiciaire. Donc, on est obligé de faire avec ça. Après, il y a des choix à faire, bien sûr. Je trouve que l'indépendance énergétique d'un pays, quand on voit ce qui se passe sur la scène géopolitique mondiale, il y a un regain d'intérêt sur le fait que nous devons être maîtres de notre destin, produire notre propre énergie et la produire à un coût qui est stable. Parce que les industriels si on veut réindustrialiser notre pays, qu'est-ce qu'ils nous demandent les industriels? Ils nous demandent de la stabilité dans la production d'énergie. Donc je crois qu'on a tous intérêt à ce que ce pan-là ne soit pas sacrifié. Alors, il y a les appels d'offres qui ont été passés. Vous savez qu'en Normandie, alors en Bretagne, on a de grosses installations. En Normandie, pour le moment, on est la région qui a le plus de parcs, puisqu'on avait déjà 3 parcs de 500 mégas, et on a 2 parcs d'1 giga, plus un potentiel 3e d'1,5 giga. Et donc, si on prend l'éolien posé, c'est en Normandie que vous trouverez que vous allez voir le plus d'éoliennes. Mais dans notre industrialisation de l'éolien offshore, on pense Europe. C'est-à-dire qu'on va profiter de ce que cette usine s'est installée en France avec les appels d'offres français. Et là encore, c'est une très bonne chose. On va devenir un champion européen. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Et donc il ne faut pas qu'on sacrifie ça. Après, vous savez, on a un paquet d'industriels qui sont présents sur les stands. L'usine est en France, mais on travaille avec tous les sous-traitants européens. Alors, c'est dans les régions, je pense que tu partageras aussi, c'est à nous de veiller que le tissu de sous-traitants régional ne soit pas oublié lorsqu'il y a ces grands appels d'offres et ces réalisations. C'est un petit message aux industriels, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne produit pas chez nous. Par exemple, Siemens ne produit pas ses turbines au Havre, par exemple, ou à Cherbourg, on ne produit pas de turbines. On assemble, mais on ne produit pas. Donc, l'idée, c'est de laisser de la place aux jeunes diplômés, de laisser de la place au réseau des sous-traitants. Comme ça, c'est un vrai projet de territoire. Et je rappelle que ce projet de territoire, il va mettre en cause cette fameuse taxe, puisque les parcs qui arrivent, les très grands, ils vont être dans la zone économique exclusive, donc ils ne vont pas être dans les 12 000, donc on ne sait pas encore comment la taxe va être répartie. Or, il me semble que ces éoliennes qui sont là pour éviter de produire davantage de CO2 dans nos activités, cette taxe devrait aller aux littoraux, probablement aux régions pour moi, mais pas exclusivement, avec comme mission de favoriser l'adaptation des littoraux au changement climatique, parce que ça, c'est un très grand défi qui nous attend, nous, les littoraux, parce que franchement, nos collègues de l'intérieur, c'est moins leur souci, et on va avoir des gros investissements à faire. Et puis ensuite, quand vous avez... alors, je ne sais pas si Nathalie Lemaître d'RTE est là, mais j'en discutais avec elle. Nous, quand vous faites un parc dans une région, après... l'électricité, faut qu'elle arrive à terre, il faut qu'on construise des lignes, il faut qu'on mobilise du foncier. Et tout ça, c'est un travail considérable. Et des frais, parce qu'il faut construire des routes, il faut construire des bases chantiers, etc. Donc là, on vient nous chercher, nous, régions. Donc ça nous coûte cher. Mais on est d'accord parce que c'est du développement territorial. Il y a aussi des projets plus au sud. Christophe Manas, vous êtes... c'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de la région Occitanie. Il y a 2 projets pilotes d'éolien flottant qui ont été mis à l'eau récemment dans votre région. Donc les 2 parcs
EFGL et Olmed, chacun de 30 MW. Quel impact économique est-ce que ces projets ont eu dans votre région? Alors, au-delà de l'impact économique, je pense que ce qui est important, c'est quand vous avez la dimension réelle des projets, parce que si on remonte très rapidement dans le temps, sur Port-la-Nouvelle que vous avez cité, qui est un port régional, dont nous avons 7 Frontignan également, hein, avec qui on collabore, et sur la façade méditerranéenne, parce que c'est un enjeu, on va dire, national, international, on est aussi en lien avec le port de Marseille-Fos, parce que l'exemple que je peux vous citer très concrètement, c'est que les flotteurs de EFGL sont arrivés du port de Fos en étant tractés, et les mâts et les turbines sont montés sur Port-la-Nouvelle. Donc il y a une collaboration qui se fait, parce que la dimension du chantier, vous avez cité 2 fois 30 MW, le prochain parc commercial, ça sera 250 MW, et ensuite 500 de plus sur chaque, donc fois 750, donc on est à 1,4 giga très rapidement. Donc vous voyez un petit peu que la filière, au-delà des investissements qui ont été faits il y a 10 ans à Port-la-Nouvelle, parce qu'il faut bien avoir des quais lourds, avoir des ports adaptés, pouvoir stocker les flotteurs, etc. C'est une vraie industrie, ça a été cité. Mais je pense que l'impact visuel de quelque chose qui est devant les yeux de la population est un moment important, parce qu'on sort les projets de la dimension politique, on sort les projets de la dimension des financements, parce qu'il faut trouver des financeurs, on sort des études, parce qu'on parle de flottants. Il y a 10 ans, qui parlait de flottants? On avait des tout petits salons, et puis aujourd'hui on a une vraie filière. Voilà, tout le monde s'est adapté, le monde du oil and gas s'est raccordé avec des développeurs de flotteurs. On parlait des ancrages, je sais qu'il y a une quinzaine de possibilités d'ancrage. Il y a des ancrages tendus verticaux, il y a des ancrages effectivement en billets sur 3 points. Enfin, il y en a toute une quantité qu'il faut lier aux usages. Mais ce qui est important aujourd'hui sur ces parcs, ces fermes pilotes, on les appelle ainsi, sur ces 2 projets, c'est que quand vous arrivez à Port-la-Nouvelle aujourd'hui, vous avez des structures, alors selon les types, on pourrait croire que c'est un immeuble, voilà, 3 immeubles à quai, et vous avez des flotteurs un peu plus classiques qui sont déjà peints en jaune et qui sont en partie immergés. Mais ça nous permet surtout de rentrer dans... Aujourd'hui c'est possible, on y est, on va produire des électrons, on a avancé, on est capable de le faire avec le contenu local, etc. Ça, on y reviendra. Et puis, surtout, ça sert, pour avoir discuté avec les industriels et les gens qui sont sur les chantiers, au-delà de l'emploi, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ça sert aussi à se faire la main. Vous comprenez l'expression, c'est-à-dire ils ont fait un check-up sur toute la mise en place, sur comment optimiser les processus, etc., pour que quand nous arrivions sur les fermes commerciales, on ait réacquis les savoirs pour la réindustrialisation de notre pays, de nos territoires, parce que c'est là l'essentiel. Il faut absolument pouvoir être en concurrence avec d'autres produits qui viendraient de l'étranger. Justement, concernant ces fermes commerciales, ces projets plus importants, est-ce qu'il y a des nouveaux investissements qui sont prévus dans les infrastructures? Oui, alors bien sûr, les infrastructures, je vous ai donné un petit peu la stratégie qu'il y avait sur la façade méditerranéenne, puisque Port-la-Nouvelle seul ne pourra pas répondre à toute la demande. Donc on a besoin de fabriquer, on a besoin de stocker les flotteurs également, on a besoin de collaborer avec les autres ports de Brest et d'ailleurs, parce que les nacelles sont parfois fournies, les pales, enfin voilà, il y a toute une quantité de structures à faire venir sur Port-la-Nouvelle pour finalement mettre à l'eau et amener sur les parcs. Et nous participons avec l'État sur France 2030 sur des financements dédiés pour répondre à cette quantité et à cette dimension industrielle qui est nouvelle, puisque malheureusement c'était un petit peu d'effet de ces atouts, hein. C'était une stratégie différente jusqu'alors, et les sociétés comme j'ai croisé tout à l'heure M. Josion de SLB qui ouvre une nouvelle usine qui rapatrie des structures qui étaient en Asie jusqu'alors. Mais voilà, on a vraiment des choses, un écosystème qui se met en place sur lequel nous essayons d'aider également avec nos agences, l'agence ADOC, pour créer du contenu local
et répondre à cette demande. Donc l'Occitanie, bon, vous connaissez Toulouse, vous connaissez Montpellier, mais on a des boîtes qui sont à Rodez, on a des boîtes, des PME parfois, mais qui ont des savoir-faire et surtout qui ne pensaient pas pouvoir travailler dans cette industrie, parce que vous parlez des parcs commerciaux, mais ça représente une chaîne de valeur qui est absolument colossale et sur laquelle il faut absolument amener nos entreprises, même petites parfois, pour permettre justement le contenu local. Je ne sais pas si on doit dire un mot de la formation, mais évidemment, la formation pour avoir des gens et des cadres, ça va jusqu'à Bac plus 8 à Bac moins 3. On a besoin de tout type de personnes qui sont en capacité de souder, d'étudier, de mettre en place sur les chantiers, d'être ingénieur. Il y a vraiment tout un type de métier. Et je peux vous citer le projet Mécène que nous faisons en relation avec la région Sud également, Occitanie et Sud, avec les académiques, avec les industriels, pour identifier et mettre en place avec le ministère de l'Éducation nationale, mettre en place toutes les formations qui nous permettent, dans les années futures, de produire cette main-d'œuvre, ce génie humain pour répondre à la filière. Une autre question au centre de vos préoccupations, c'est l'acceptabilité. Et pour l'acceptabilité, pour s'assurer de ça, vous avez mis en place un mécanisme spécifique dans votre région. Oui, alors l'acceptabilité, c'est un sujet qui est évoqué par tous mes collègues. Évidemment, on rentrait dans une... à l'époque, repositionnons-nous il y a 10 ans, les parcs éoliens en mer, il y avait déjà une difficulté à terre avec les éoliennes. Alors on ne va pas mettre ça au débat, on aime, on n'aime pas. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de répondre à notre souveraineté énergétique. Si en plus on peut y joindre le défi de la transition écologique avec la transition économique, en tout cas la réindustrialisation, tout ceci, on voit qu'on répond à des enjeux différents. On va parler des pêcheurs, mais on va parler aussi des collectivités qui participaient d'un tourisme, on va dire, de la serviette sur la plage jusqu'à présent. Mais on voit que les modes évoluent même dans le tourisme. Donc il faut convaincre et surtout il faut écouter. Et donc en Occitanie, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une structure, une gouvernance assez libre. Il n'y a pas de statut, mais c'est juste on met autour de la même table tout l'écosystème maritime et littoral. Donc les collectivités, les politiques, la préfecture de région pour avoir l'État, l'industrie du nautisme, les pêcheurs, les conchyliculteurs, les académiques, les scientifiques avec l'IFREMER par exemple. Et donc tous les sujets sont abordés à l'ordre du jour, selon l'actualité. Et quand l'éolien arrive, les pêcheurs lèvent la main en disant « nous, ça nous pose un problème pour telle raison, telle raison, telle raison ». Et autour de la table, déjà, on peut identifier ce qui va être un possible frein, un possible souci, ou des opportunités pour certains, et de faire avancer les dossiers avec les lobbying des uns et des autres, avec les expériences, avec les compétences, pour essayer d'effacer au maximum ce qui pourrait être un frein au projet. Et c'est vrai que on a bénéficié vraiment de cet apport et de cette structure pour limiter au maximum les difficultés à venir. Ce Parlement de la mer, est-ce que, Marc Hirt, ça vous semble une bonne approche ? Alors moi je voudrais remercier M. Manas qui, je crois, et la région Occitanie et sa présidente, je crois, font beaucoup pour l'éolien en mer. D'abord sur le plan industriel et portuaire, je pense qu'il y a des investissements importants qui ont été faits et qui ont vraiment servi la filière, servi tous les projets pilotes et continueront à servir le développement. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et je voudrais aussi rebondir sur votre approche de l'acceptabilité. Je pense qu'elle est assez unique et très performante. Donc on a pu le vivre, nous, dans le cadre des projets pilotes, où on a des projets en parc naturel marin qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, ce qui est quand même assez fantastique. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à apprendre et que le soutien des régions tel qu'il est proposé, notamment par la région Occitanie, sur ces questions d'accessibilité est vraiment essentiel et doit être pris en exemple. Voilà, donc merci pour ça. Alors, deux choses pour rebondir sur vos propos. Les investissements, l'idée c'est de, vous le savez, en France on a un système d'investissement public qui fait participer l'investissement privé. Donc on a créé une CEMOP sur Port-la-Nouvelle. Et pour vous donner quelques chiffres des réalisations, c'est 360 millions d'euros d'argent investi par la région qui ont produit 600 millions d'euros d'investissements totaux, d'accord, avec l'investissement privé. Et on a besoin de telles sommes pour avoir un des maillons de la chaîne pour
mettre nos éoliennes flottantes à l'eau, on le comprend immédiatement. Dans le même temps, on a travaillé sur un hub hydrogène, donc les liaisons ferroviaires, pour demain avoir des électrons verts qui puissent faire jouer nos électrolyseurs et produire de l'hydrogène. Voilà. Tout ça, ça nécessite des investissements importants. Et ensuite, pour revenir sur la dimension de l'acceptabilité, aujourd'hui, en Occitanie, nous avons une société qui va amener le personnel jusqu'aux éoliennes pour l'entretien, etc., qui est structurée avec les pêcheurs. Parce qu'une des discussions que nous avions eues avec le président des pêches, M. Pérez, pour le citer, vous le connaissez certainement, quand on rentre, moi j'habite à Perpignan, donc on rentre en TGV jusqu'à Montpellier, voire Port-la-Nouvelle, on a quelques heures. Et donc j'avais discuté avec lui lors d'un retour au wagon-bar en lui disant, je pense que pour le monde de la pêche, au-delà de toutes les incertitudes qu'on peut avoir sur la ressource, parce que des choses qu'on maîtrise plus ou moins, le poisson bleu en Méditerranée n'est plus viable, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est les molécules des médicaments, est-ce que c'est le réchauffement, est-ce que c'est la salinité? Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Ça veut dire qu'au-delà de l'effort de pêche et du maintien avec tous les plans qui sont mis en place, ça veut dire qu'il faut qu'ils se diversifient et qu'ils se donnent l'opportunité pour leurs jeunes de prendre ces opportunités, peut-être de combler le manque de pêche à l'avenir. En même temps, on souhaite que ça n'arrive pas, mais on ne le maîtrise pas totalement. Et ils se sont, plutôt que de se dire on est contre l'éolien absolument pour telle raison, ils se sont dit on va aussi participer et être force de proposition et créer cette structure qui nous permettra demain d'être dans l'environnement que l'on connaît le mieux, d'être avec nos bateaux ou avec les bateaux, les CTV maintenant, parce que ce sont les CTV qui transportent le personnel. Et donc, vous voyez, c'est créer des opportunités, diminuer le conflit pour arriver finalement au projet qui nous occupe, c'est que tout le monde se sente gagnant dans l'opération et qu'on ait de vraies opportunités de réussir cette transition écologique, économique, industrielle et sociale sur l'acceptabilité. Je crois que c'est important parce qu'on est aussi sur des mandats locaux et aujourd'hui on fait appel aux citoyens pour émettre des propositions, participer aux idées. Et la contradiction fait aussi partie du projet aujourd'hui, mais il faut l'accepter. Elle est constructive et elle permet surtout les recours in fine. Ça, c'est important, ça fait gagner du temps et beaucoup d'argent. Juste pour compléter, on peut réconcilier la pêche avec l'éolien offshore. C'est très simple. La valeur ajoutée de la prise d'un bateau de pêche part à 50% dans son carburant. Si avec un procédé du type, il y a du courant éolien qui arrive avec un tarif bonifié, un électrolyseur et on met un monotype qui fonctionne à l'hydrogène, comme on est en train d'en développer, il pourrait augmenter, alors qu'ils font les mêmes prises, il pourrait augmenter la valeur ajoutée qui leur revient sur leur pêche. En pêchant autant, ils gagneraient plus. Donc c'est une des pistes qu'on travaille en Normandie. Sur la décarbonation des navires? Sur la décarbonation des navires de pêche. Sauf qu'aujourd'hui, l'Europe ne permet pas d'investir sur les chalutiers parce qu'on connaît le problème des chalutiers. Donc on travaille là-dessus aussi, mais vous voyez qu'on a quelques complications politiques. Alors, si vous me permettez une petite blague, j'en ai pour 2 secondes. Embarquer de l'hydrogène sur un bateau de pêche, je pose la question à l'amiral préfet maritime. Et j'ai dit, il va falloir changer la réglementation, qu'on puisse mettre de l'hydrogène sur les bateaux de pêche. Et là, le préfet maritime me regarde et me dit, oh, écoutez, Dejean, vous savez, l'hydrogène, c'est dangereux. Et je regarde l'amiral et je vois qu'il a le badge des sous-mariniers. Et j'ai dit, écoutez, amiral, vous plaisantez. Vous envoyez vos gars dans la marine nationale 3 mois sous la mer, le derrière assis sur un réacteur nucléaire, et vous allez me dire que la Royale ne sait pas gérer les carburants un petit peu particuliers. Donc, ça ne tient pas, ces arguments-là. Il faut qu'on fasse évoluer la réglementation. Très bien. Il s'est marré, il m'a dit, oui, finalement, vous avez raison. Bon, ceci dit, la norme n'a pas changé depuis, mais ça va changer. Merci beaucoup. Tout ça, ça sert certainement d'exemple pour votre région. Rémi Justinien, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'économie de la mer, du tourisme et de l'économie territoriale dans cette région qui s'éveille à l'éolien en mer. C'est vous qui l'avez dit. Avec des projets d'Oléron 1 et 2 de 1 gigawatt de puissance chacun qui devaient être mis en concurrence à partir de 2030. Comment est-ce que vous avez prévu de mettre en place cette montée en puissance ? D'abord, bonjour et merci d'être resté nous écouter parce que
c'est vrai qu'on est assez technique, on est assez passionné, donc peut-être que parfois on manque un peu de rationalité, peut-être parce qu'on est très très enthousiaste. Mais pourquoi? Parce que ce sont les régions aujourd'hui qui maintiennent cette filière. On le voit bien, on ne peut pas faire et développer la filière énergie marine renouvelable sans les régions. D'abord parce que nous avons le chef de fila sur le développement économique, Hubert. C'est quand même nous qui avons dans la loi le développement économique. Mais les aides économiques aux entreprises, c'est 150 milliards d'euros par an à peu près. Hein. On n'en a que 7%. Le reste, c'est l'État qui pilote les aides aux entreprises. Donc on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens, mais quand même, on arrive à développer. La deuxième raison pour laquelle les régions sont importantes, c'est parce que nous discutons, Christophe vient de le dire, nous discutons au quotidien avec les acteurs locaux, qu'ils soient les entreprises, les collectivités locales, les pêcheurs, les associations environnementales. Donc demain, si la filière veut poursuivre, elle ne pourra pas faire sans les régions. Je le dis parce qu'il y a un débat sur le millefeuille administratif, les collectivités locales, avec un mot du retour du conseiller territorial, etc. Non, si on fait et on change demain le millefeuille administratif, qui n'est pas un gros mot dans ma bouche, on va tuer quand même une filière, notamment sur les énergies marines renouvelables, parce qu'on empêchera les régions de continuer le rôle qui est le leur. Alors nous, on s'éveille en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, parce que les premiers projets n'ont pas été chez nous. Ils ont été chez les copains. La chance de s'éveiller, c'est qu'on va repartir de l'existant, de ce qu'a fait la Bretagne, la Normandie, de ce que va faire l'Occitanie, de ce qu'ont fait nos amis des Pays de la Loire et d'Hauts-de-France pour faire mieux et s'adapter par rapport au contexte institutionnel et économique. Donc ça, c'est très important. Alors, j'utilise toujours cette formule de s'éveiller, mais c'est bien de s'éveiller, parce qu'après, on va pouvoir développer cette filière en région. Quelles sont les questions? Oui. Quels sont les points de vigilance que vous garderez à l'esprit pendant ce processus de mise en place de cette filière? Alors, j'ai pas trop compris votre question. Est-ce que vous pouvez Quels sont les obstacles? Les obstacles? Ouais. Pour développer cette filière? Oui. On les a dit. Un gouvernement dont on ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Une politique pluriannuelle de l'énergie qui aujourd'hui est assez inquiétante pour la filière et pas pour l'éolien en mer. On a, nous, un projet d'oulo moteur au large de Biarritz et de Cap-Breton, et il y a le port de Bayonne qui est là. Nous, on y va à la région, on y va avec la communauté du Pays Basque, on y va avec le port de Bayonne, mais si ce n'est pas dans la politique pluriannuelle de l'énergie, ou en tout cas pas suffisamment, on ne pourra pas aller plus loin. Et ça, c'est quand même des signaux qui aujourd'hui sont pas très très bons. Même si... bon, donc ça, heureusement qu'on a les régions, parce qu'on discute avec les agglomérations, parce qu'on discute avec les industriels, pour leur dire, nous, on y croit. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième obstacle, il est sur le coût de rachat de l'électricité. On voit bien que... on a vu le prix de rachat d'électricité sur la O5 chez Daniel. On voit bien que si on continue comme ça, avec les critères qui sont produits par l'Union européenne, et on y travaille à Région de France, avec Hubert notamment et les collègues, on voit bien qu'on va faire délocaliser une filière à l'étranger, un peu comme ce qui s'est passé sur le photovoltaïque. Donc ça, c'est quand même un obstacle aujourd'hui qui est prégnant et qu'il faut rappeler, qu'il faut marteler. On va faire sans doute avec Région de France un acte de lobbying au bon sens du terme, mais ce sont, à mon avis, aujourd'hui, ces deux obstacles. D'accord. Donc vous vous inspirez de ce qui est fait dans d'autres régions. Est-ce que vous regardez aussi ce qui est fait à l'étranger? Oui, on regarde ce qui est fait à l'étranger, mais enfin, tout le monde fait un peu pareil. Il s'appuie sur les réseaux universitaires, il s'appuie sur le labo de recherche, il s'appuie sur... on a Capemar ici avec Valentin de l'Université de La Rochelle. On a des labos un peu partout dans la région, que ce soit à Limoges, à Pau, à Bordeaux ou La Rochelle. Donc voilà, on regarde ce qui se fait aussi dans les ports. On a créé une association de nos 4 ports de Nouvelle-Aquitaine qui est allée en Espagne, qui est allée au Pays de Galles récemment. On regarde ce qui se passe pour faire aussi bien qu'eux, voire mieux. Donc ça, voilà, on fait un acte et ce n'est pas de l'espionnage. C'est juste pour dire, vous avez bien fait, peut-être que c'est à améliorer, donc on va s'inspirer de ça pour l'améliorer et pour que cette filière, parce qu'on n'est pas là pour la région. Vous savez, on ne gardera pas nos noms demain sur les projets, on n'est pas là pour ça. Mais on est là pour avoir une électricité décarbonée et permettre au tissu économique de se développer, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Christophe ou Hubert, mais le vrai problème des entreprises aujourd'hui, le vrai problème, c'est le prix de l'électricité, le prix de l'énergie. Donc demain, il faut qu'on arrive avec l'État à développer un prix compétitif et puis de la visibilité, parce que les entreprises, elles détestent l'imprévisibilité, elles détestent ça. Donc là, si on leur donne de la visibilité avec des prix le plus bas possible, même s'il ne faut pas mentir aux gens, voilà. Mais bon, moi je me dis toujours,
je suis en charge de l'économie territoriale. L'économie territoriale, c'est les TPE, PME. J'ai des boulangers qui payent 700 € le mégawatt, alors que le nucléaire sort à 50 € le mégawatt. Voilà. Il y a quand même un sujet dans ce pays sur ça. Et également en Europe, avec le marché peut-être de l'électricité qui est peut-être à réviser. Messieurs, vous souhaiteriez réagir avec le micro? Non. Bah, on est tout à fait d'accord avec ce que d'accord. vient de dire Rémi. C'est une question de compétitivité de nos territoires. Et le match, il n'est pas entre nous. Il est entre la France et l'Europe un peu, mais surtout l'Asie, qui a des normes environnementales qui n'existent pas, enfin, qui sont très très faibles. Donc, l'idée quand même, c'est d'essayer de faire revenir les choses chez nous, parce que nous sommes beaucoup plus responsables vis-à-vis de nos aménagements régionaux vis-à-vis de l'environnement. Donc ça, c'est clair, il faut. Et il y a quelque chose que Rémi a dit, que peut-être on n'avait pas assez développé, qui est, on a un potentiel de recherche dans nos universités sur ces sujets-là qui sont remarquables, que ce soit en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine ou même chez toi en Occitanie. Franchement, partout, on regarde comment se comporte la faune, la flore, etc. Et on observe. Et je peux vous dire une chose, on parlait des poissons en Méditerranée. Nous, on a des espèces qui commencent à migrer vers le nord. Et la coquille Saint-Jacques, par exemple, si vous augmentez la température moyenne de l'eau de 1 à 2 degrés, elle migre vers le nord. Donc on voit bien que les pêcheurs vont être les premiers impactés par le changement climatique. Et quand on leur en parle, ils disent, bah oui, c'est vrai, j'ai pêché un barracuda en Manche, quand même, ça me pose une petite question. Donc on a eu barracuda, dorade coryphène, les gars, ils ramenaient jamais ça dans leur filet. Donc eux aussi commencent à réaliser que... Et après, quand vous parlez sur les paysages, tout le monde me dit, ah bah, quand même, maintenant, dans le magnifique paysage d'Étretat, on arrive à voir au loin une éolienne. Ben, je dis oui, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, mais quand même, ça pollue la magnifique arche d'Étretat. Ben, je dis la magnifique arche d'Étretat, regarde-la bien, parce que si on chauffe, si on n'arrête pas le réchauffement climatique, elle ne sera plus là. Hein. C'est un bon argument. Voilà. Juste pour agir sur ce que disait Rémi, en termes de s'éveiller et de se comparer au quoi, je pense que l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, de parangonner, hein, du parangonnage, je préfère le terme à benchmark, mais en fait, nous on a fait une mission en mer du Nord, au Danemark et en Hollande, où on a pu voir justement le milieu universitaire, tout ce qui était enclenché au niveau industriel, et aussi sur le tourisme. Comment les collectivités se sont appropriées justement ce qui était au départ un point de blocage vis-à-vis de la population, comment ils les ont amenés à comprendre que c'était un atout pour le territoire, et ont développé des musées, sur la transition écologique, ont développé de l'art aussi, et tout ça avec des financements issus de l'éolien, parce qu'effectivement on a parlé des taxes, c'est un vrai sujet, mais il faut absolument ne pas se louper là-dessus, parce que c'est vraiment un point essentiel. Mais pour revenir et pour boucler la boucle sur ce que disait Hubert avec la donnée scientifique, en fait. On a aujourd'hui des données scientifiques financées avec des moyens de l'éolien en mer que nous n'avions pas auparavant. Parce que impossible à mettre en place, impossible à financer. Et aujourd'hui, tout le monde scientifique se met dans le sillon justement de cette industrie pour acquérir des données que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et c'est essentiel parce que ça nous permettra de mieux préserver, ça nous permettra de mieux adapter ces éoliennes en mer en faisant attention aux matériaux, aux peintures, à tout ce qui est anti-fouling, aux effets réserve, j'avais l'acronyme au dispositif catalyseur de poissons, justement pour les effets réserve, savoir comment ça va être colonisé. Et donc sur les fermes pilotes, dès le départ, il faut absolument qu'on ait ces données pour que quand on développe les parcs commerciaux qui seront de plus grande ampleur, on tape juste dès le début des opérations et qu'on ne regrette pas finalement dans quelques années. Oui, juste pour intervenir, parce qu'après on va laisser la parole, mais il y a le salon du Bourget en ce moment. Et sur le recyclage, on a des synergies à créer avec les filières aéronautiques qui sont excellentes pour le recyclage, notamment sur le composite. Et donc ce serait bien que la prochaine fois, Synergie, le salon du Bourget, donc dans 2 ans pour le salon du Bourget, on ait peut-être une table ronde en commun pour parler de tout ça. Ce sera intéressant. Je ne sais pas si Sabrina est là, elle m'entend, et donc le message est passé. Très bien, très bien. On va regarder ça, pas de souci. On va maintenant prendre le large avec vous, monsieur Chabria. Bonjour. Bonjour.
Jean-Pierre Chabrier, vous êtes conseiller régional à l'île de la Réunion. Vous avez fait un long voyage pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci. Quand on parle des énergies de la mer, des territoires comme le vôtre, font face à des problématiques spécifiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Déjà, je pense que pour planter le décor, il semble important de bien préciser sur le plan politique que nous avons dans les territoires d'outre-mer une programmation pluriannuelle spécifique qui est différente de la programmation pluriannuelle hexagonale. Donc il y a une programmation pluriannuelle de la Réunion qui est en cours de révision, qui est en cours de réécriture, et au sein de laquelle on va effectivement inscrire véritablement le développement de l'éolien et de l'éolien offshore en particulier. Alors pour avoir quelques chiffres, vous les avez sous les yeux. La Réunion, c'est en 2050, et c'est notre objectif, 1 million d'habitants. C'est une dépendance énergétique de l'ordre de 85% qui n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années, malgré le développement des énergies renouvelables, simplement du fait de l'augmentation de la population, du fait de l'augmentation du confort lié aux équipements de la population. Et c'est surtout pour, je pense que pour bien préciser aux partenaires industriels en particulier, c'est que le coût du mégawattheure à La Réunion est très élevé. Là, je vous ai donné un prix moyen de 350 € du mégawattheure, mais qui peut monter à 450 € du mégawattheure, voire plus à venir à cause du remplacement du charbon par des pellets de bois venant du Canada en particulier, ce qui nous donne ce coût qui est compensé par une péréquation nationale au niveau de la nation, de l'État français, et donc ce qui nous donne véritablement, en tout cas par rapport aux industriels, des marges de manœuvre véritables pour pouvoir développer de l'éolien offshore. Donc ça, c'est vraiment un élément important à poser dans le débat. Par ailleurs, ce qu'on peut dire au niveau des infrastructures, la Réunion, que peut-être par rapport aux autres outre-mer, quand on regarde de près quand même, c'est un département, souvent une région française et une région ultra-périphérique européenne. Quand on s'y déplace, on est assez surpris. On a l'impression d'arriver un peu en Europe d'une certaine façon. Et c'est un département qui effectivement est une région qui a très bien utilisé les fonds européens de développement économique régionaux. On a beaucoup investi sur toutes les infrastructures, l'infrastructure portuaire en particulier, qui nous a permis de construire le grand viaduc que vous connaissez au niveau de la Réunion, qui nous a permis d'avoir en tout cas toutes les compétences nécessaires pour pouvoir aller plus loin et en particulier poser des briques techniques d'accueil pour la construction de parcs éoliens offshore dans l'avenir à la Réunion. Mais comme vous m'avez dit au téléphone, ça ne va pas être très facile de mettre en place cette filière éolienne. En fait, il y a des conditions qui ne sont pas simples. Alors, les conditions particulières, c'est que nous sommes en zone cyclonique, c'est le premier point, avec des vents qui peuvent atteindre, selon les estimations, entre 200 et 300 km/h de vitesse au moment de cyclones puissants qui risquent de venir avec le changement climatique. Lors du dernier cyclone Garance, on a atteint des vents de 220 km/h à peu près dans une région de l'île qui nous a quand même pas mal impacté. Et par ailleurs, l'autre sujet qui intéresse l'éolien offshore, c'est la question des profondeurs. La Réunion est une ville volcanique, c'est un volcan qui est émerger au sein de l'océan Indien avec des profondeurs très rapidement au-delà de 10 km, en particulier des zones là où on peut installer le parc éolien. On a des profondeurs entre 500 et 1000 mètres de profondeur. Donc c'est forcément de l'éolien flottant, anticyclonique et grande profondeur. Donc voilà la problématique comment elle est posée. Et l'objectif qui est inscrit et sur laquelle la présidente de région se bat
et sur laquelle elle m'a confié cette délégation, c'est le développement d'un parc entre 250 et 300 mégawatts dans un premier temps, pour répondre à 2 questions. Et j'aimerais insister, parce que j'ai visité les installations en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et j'ai vraiment, avec toute une délégation réunionnaise, on a pu bénéficier de votre expérience. Et notamment à Port-la-Nouvelle, moi j'ai vu quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est la mixité production d'électricité et d'hydrogène. Et pourquoi? Parce que de notre point de vue, sur une île en particulier, dans le cadre d'un développement durable et à long terme, l'unique solution, on peut dire ce qu'on veut, enfin moi je suis en plus professeur à l'université et spécialiste sur l'hydrogène, la solution technique durable de la mobilité, c'est l'hydrogène. Il n'y a pas de déchets. L'hydrogène, le déchet, c'est une membrane et on a le temps de remplir des containers avec des membranes pour renvoyer en retraitement. Si vous prenez des voitures électriques à batterie à l'heure actuelle lithium-ion, jusqu'à il y a 1 an, nous ne savions pas réexporter le déchet. Simplement, les armateurs nous disaient, nous ne transportons pas les batteries en déchets. Donc on ne peut pas faire venir dire on fait du véhicule électrique, on va faire de la décarbonation avec le plan, j'ai envie de dire, continental sur la batterie de lithium-ion, mais en tout cas il faut aller vers l'hydrogène. Et la première étape, on est quand même conscient des difficultés, la première étape c'est de franchir la production d'hydrogène pour la mobilité lourde, camions, cars, autobus, etc., avant de franchir de nouvelles étapes. Donc et l'unique solution finalement pour l'hydrogène de manière massive, c'est l'éolien offshore. Ça ne peut pas être le solaire terrestre à La Réunion puisque le territoire est quand même limité en termes de surface. Et donc c'est la raison pour laquelle vraiment on se lance dans cette aventure avec beaucoup de force. Il y a des zones qui sont repérées, les zones les plus importantes, comme vous voyez sur la carte, c'est la zone numéro 1 au nord de l'île principalement. C'est là où effectivement le parc pourrait être installé pour pouvoir aller plus loin. Justement, vous avez parlé des voitures électriques, l'électrification des usages, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut implanter des éoliennes offshore chez vous. On est passé dans un dispositif de décarbonation avec effectivement l'abandon du charbon, mais remplacé par de la biomasse dite renouvelable, importée, venant de longues destinations. Ce qui a multiplié par 2 finalement le coût au mégawattheure pour la nation. D'une façon générale. Et ça devient intenable pour la Creux. Donc on a vraiment des arguments aujourd'hui importants pour dire qu'il faut développer 2 choses à La Réunion et que l'on va inscrire dans la PPE un parc éolien offshore de grande puissance, voire 2 à venir, hein, s'il y a une augmentation d'usage par rapport aux véhicules électriques en particulier, mais aussi l'installation de stockage durable et en particulier aux steppes. Donc il y a une steppe marine qui est en étude, 50 MW 8 heures, qui est en étude par EDF Hydro, mais aussi d'autres steppes hydrauliques qui sont compte tenu de du relief de La Réunion, on peut véritablement utiliser cette technologie et qui viendrait renforcer finalement l'idée du développement de l'éolien en tant qu'énergie intermittente ou de semi-base au niveau de La Réunion. En tout cas, politiquement, on est complètement impliqué. La région copilote la PPE, elle est validée par la collectivité régionale au niveau final, avant le passage à l'État. Et je sais que dans la politique actuelle, nous allons inscrire ce parc dans la PPE, nous allons inscrire les steppes, nous y allons inscrire l'hydrogène, parce que si on veut atteindre une autonomie énergétique à l'horizon 2050, dans un plan futur énergétique 2050, il n'y a pas beaucoup d'options sur la table et nous voulons véritablement prendre toutes les technologies matures du moment et sur un horizon d'une dizaine d'années, toutes ces technos seront et sont matures et donc c'est la raison pour laquelle on est vraiment dans cette aventure et je l'espère auprès des régions françaises et en accompagnement de l'ensemble des régions françaises profitant de l'expertise, des technologies qui seront développées au niveau français en particulier. Marc Hirt, vous m'aviez dit avant cette table ronde que c'était des problématiques qu'on retrouvait aussi dans d'autres territoires insulaires
notamment par rapport à l'électrification des usages. Oui, je pense qu'une des difficultés voilà. de l'éolien offshore, c'est qu'on fait des choses de grande ampleur pour que ce soit économiquement intéressant. Et donc, il faut une consommation suffisante pour justifier d'un projet. Et dans une île, ça passe souvent, et vous l'avez dit d'une certaine manière, par l'électrification des usages ou l'hydrogénisation des usages, parce que l'hydrogène sert à produire de l'électricité, donc c'est la même chose pour faire avancer le véhicule. Et donc ça, c'est un enjeu. Enfin, les deux enjeux, de mon point de vue, sont très très liés dans une île, c'est-à-dire que l'éolien offshore va avec une politique claire de diminution et de remplacement des énergies carbonées. Juste pour vous donner un dernier chiffre, il ne faut pas inonder de chiffres. L'énergie à La Réunion, c'est 35% d'électricité et 65% de mobilité. Et pour l'essentiel, pour l'instant, la mobilité, elle est carbonée. Et tout doit être remplacé d'horizon 2050. D'accord, très bien. Travaillons dessus. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté. Yeah.